Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Marine, elle pensait qu'il lui faudrait un village pour élever son fils. Ce dont elle ne se doutait pas, c'est qu'elle croulerait sous les conseils, les contre-conseils, les anti-contre-conseils, de la part de sa famille, mais aussi de la part des pros. Marine, c'est une maman philosophe, une maman du continuum parental. C'est une maman fondamentalement humaine, faillible et perfectible comme vous et moi. Et il y a autre chose dont elle ne se doutait pas. Mais est-ce que je vous spoil tout dès l'introduction ? Je ne crois pas. Allez, je laisse la place à Marine et à la première partie de cet entretien cosy que nous avons eu la joie d'enregistrer ensemble. Bonne écoute! Marine, bonjour. Bonjour Élodie. Merci d'avoir accepté de venir à mon micro aujourd'hui pour nous partager un petit peu de ton histoire de maman. Merci de m'avoir invitée déjà. Avant toute chose, je te propose de te présenter. Oui, bien volontiers. Donc moi je m'appelle Marine Manard, je suis neuropsychologue, j'ai une thèse de doctorat en sciences psychologiques et de l'éducation. Je suis en Belgique, je suis maman d'un petit Enzo de 3 ans et demi. Et j'ai fondé un magazine sur la parentalité suite à sa naissance pour partager un petit peu les ressources qui me semblaient utiles. Et donc, je fouille la littérature scientifique pour proposer des revues vulgarisées aux parents pour plein de thématiques et notamment démystifier un petit peu les croyances qu'on peut avoir sur certaines choses. Des choses qui peuvent beaucoup nous aider pour tous les auditeurs et auditrices de Savoir en vrille. Et du coup, d'ailleurs, ton magazine s'appelle Parentalité sans tabou. Exact. Et je mettrai le lien s'il y a des personnes intéressées pour qu'elles puissent se le procurer dans les informations du podcast. Alors, on va commencer tout de suite par la première question avec laquelle j'ouvre en général les entretiens, qui est à quoi te fait penser le mot parentalité ? Alors, pour moi, la parentalité, c'est vraiment tout, c'est notre attitude, le style qu'on va avoir en tant que parent, en fait. C'est tous les comportements parentaux qu'on va avoir, tout simplement. Notre philosophie parentale, la manière dont on va interagir, les choses qu'on va mettre en place en tant que parent. Du coup, c'est assez vaste. C'est assez général, effectivement. Je vois ça comme un continuum, en fait. Oui. Parce qu'on scinde souvent parentalité autoritaire, laxisme, parentalité positive. On entend parler d'énormément de groupes comme ça. On doit s'inscrire un peu dans une école, quelque part. Moi, j'aime bien les continuums. Et je pense qu'effectivement, je suis pro-parentalité positive. Hein, je ne m'en cache pas. Je veux dire, ceux qui me connaissent et qui suivent un petit peu nos aventures voient que je m'inscris clairement dans cette parentalité-là, tout simplement. Ouais. Et on essaie de limiter tout ce qui est violence éducative ordinaire. Voilà, on est très soucieux de ça. Mais je pense que malheureusement, on ne sait pas s'inscrire pleinement dans une catégorie. On a été éduqué d'une certaine façon, on a des injonctions sociétales d'autre façon. Il y a des choses qui nous stressent dans le quotidien, qui font que parfois, on n'arrive pas à coller tout le temps au style parental qu'on espère avoir. Et donc, visualiser ça comme un continuum entre l'autorité, l'éducation autoritaire d'un côté et le laxisme de l'autre, avec la parentalité positive un peu au milieu, quelque part. Avec qui navigue un peu... Voilà, c'est ça, le cadre ferme, les limites, tout en étant appliqué, je veux dire, dans un système non violent et bienveillant. Voilà, on va se retrouver un peu entre ces deux styles extrêmes. Donc voilà, j'aime bien voir ça comme un continuum, en fait. Et de se dire, on tend vers cet objectif, cet idéal de parentalité positive, en sachant que on va pas toujours y arriver. Parfois, on va être un peu plus laxiste parce qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie de commencer à discuter, de savoir si on va mettre le pantalon taché ou pas taché. Et, Tout à fait. et des fois, on va se retrouver dans un style un peu plus autoritaire parce qu'il y a des réflexes qui vont revenir, parce qu'aussi on est stressé et fatigué, on va se mettre à crier ou à menacer, entre guillemets, ou faire du chantage, voilà, et faire des comportements qu'on essaie de pas avoir en tant que parent bienveillant, entre guillemets. Mais c'est vrai que du coup, cette vision du continuum est très intéressante
parce qu'effectivement, elle englobe finalement la parentalité au sens large C'est ça. et permet de mieux comprendre comment, bah oui, même si on a cet objectif de parentalité bienveillante, le chemin en fait n'est pas linéaire. C'est ça, tout à fait. Et sur une même Ouais. journée, on peut être le parent le plus bienveillant du monde et puis, bah, sur un truc, on ne sait pas pourquoi, bah, on déborde en fait, on se met à crier, Ouais. et puis, ben, ça revient à la normale, on s'excuse, on explique et on redémarre, voilà. Mais c'est un curseur, je vais dire, systématiquement à remettre et pareil quand on s'inscrit dans un autre type de parentalité, hein, Oui. des parents qui vont avoir un style plus rigide et plus autoritaire et qui par moments vont être très bienveillants aussi. Je veux dire, on n'est pas cantonné, à des petites cases, c'est ça que je veux dire. Oui, on n'est pas enfermé, dans un style, parental. C'est ça. Donc voilà à quoi me fait penser parentalité. Merci. Alors, Enzo a 3 ans et demi. Oui. Avant de devenir parent, est-ce que tu avais, des croyances ou des principes qui ont, complètement volé en éclats quand tu as rencontré ton fils? Alors c'est une bonne question. Oui, mais ça concernait pas tellement les enfants, en fait. Enfin, oui et non, je D'accord. m'explique. C'était plutôt cette croyance que la fameuse phrase: «Il faut tout un village», tu vois? Pour Ah éduquer les ouais, enfants. Et en fait, quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte qu'il fallait surtout tout un village pour soutenir les parents, oui. plus que pour éduquer les enfants. Parce qu'en fait, quand tout le village se mêle de l'éducation de l'enfant, ça pose souvent souci, à mon Ouais, c'est sens, hein. C'est compliqué. c'est très personnel comme avis, évidemment. Mais je trouve qu'on a tellement d'informations contradictoires de partout, en fait, hein. Je veux dire, quand on est jeune maman, je me rappelle en sortant de la maternité, si j'écoutais 4 personnes, là, j'avais 4 avis complètement différents et parfois totalement opposés. Et donc, ben, ce village me mettait dans un état de stress assez dramatique, en fait, au final. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né le magazine. Parce que je me suis dit, ok, D'accord. j'arrête, j'écoute plus personne. C'est terminé, je vais chercher l'information moi-même, je vais me faire mon opinion et je vais faire comme ça, quoi. Donc du coup, voilà, cette phrase de il faut tout un village pour élever un enfant, je suis pas, voilà, ça a volé en éclats parce que je me suis dit ouais, il faut absolument écouter les autres et tout ça, et puis en fait au final, ça a été plus une catastrophe qu'autre chose. Alors tout le monde, bien sûr, y allait de son conseil bienveillant et essayait de m'aider, Oui, hein. ça part Ça part toujours d'un toujours bon d'une bonne sentiment. intention, et je n'en veux absolument à personne. Je tiens à le préciser, c'est pas du tout de la rancœur ou quoi, c'est juste que je pense qu'on met beaucoup d'énergie à expliquer aux parents comment ils doivent faire avec leur enfant, plutôt que d'essayer de les soutenir pour qu'ils puissent faire Ouais. comme eux sentent et soutenir un peu cette intuition parentale, en fait. Donc Oui, voilà. non, c'est vrai. Et ce que tu dis est assez juste finalement quand on parle du village. Effectivement, le village pour aider les parents en devenir a plus de sens parce que finalement, bah, quand on est jeune parent, souvent on accuse un sérieux manque de sommeil. On fait effectivement des tests sur est-ce que j'ai plutôt envie d'aller dans cette direction-là ou dans Mhm. celle-ci? Et c'est vrai que si on peut avoir un soutien, ne serait-ce que logistique derrière par ce village en l'occurrence, sur les repas, sur le ménage, sur les choses assez basiques, hein, Carrément. si il intervient, plutôt, dans l'aspect logistique Mhm. de soutien à la parentalité à proprement parler, ça peut être très chouette. Mais il est vrai que, les injonctions non sollicités, aussi bienveillants qu'ils puissent être, c'est assez déstabilisant quand on devient parent, en particulier pour la première fois. Tout à fait. Hem et surtout quand ça vient de personnes, de notre cercle proche parce Oui, que on a tendance à vouloir, faire faire plaisir plaisir. aussi, Mhm. essayer et se dire: «En fait, si cette personne Peut-être me qu'elle a donne ce raison. conseil» ouais et puis, souvent on se prend les pieds dans le tapis, en fait. Mhm. Oui, bah oui. Il y a ça et les professionnels de santé aussi, qui sont une grande source de stress. Ouais, Euh, pour ouais. en faire partie pour le coup. C'est vrai qu'on a un peu cette autorité en fait. Moi je me rappelle à la maternité, on est resté 8 jours parce qu'il est né un petit peu en avance, rien de grave, Ouais. mais bon du coup on est resté plus longtemps. Et on a eu donc du coup tout le turnover des sages-femmes, quoi. Donc une soixantaine de personnes qui sont venues m'expliquer comment elle était, et je pense que sur les 60, il n'y en a pas deux qui m'ont dit pareil, quoi. Donc D'accord. ça a été extrêmement compliqué, surtout que j'étais pas du tout préparée. Moi, j'y allais vraiment au feeling total. Et en fait,
ben, je me suis rendu compte que c'était pas hyper bien rodé, quoi. Et elles avaient toute leur façon de faire, qui était peut-être toutes valables, mais pour le coup, il y en a, je pense que sur les 60, il y en a 2 avec qui j'ai accroché, quoi. Ouais, Ça d'accord. donne une proportion Ça un fait peu, léger quand ça même fait sur une léger, et du coup, semaine. ça a été un peu très très anxiogène pour moi, pour le coup. Ouais. Je parle vraiment de mon expérience personnelle, bah, elles étaient toutes très bien en soi, c'est juste que moi, je l'ai vécu de façon très anxiogène d'avoir ben, à une heure, quelqu'un qui me disait mets-le comme ça, l'heure d'après, ah ben non, surtout pas, pas comme ça, il faut faire comme ça, ah mais attendez, non, pas comme ça. Enfin, bon, je savais plus où j'habitais, quoi. Au bout de 8 jours, je n'en pouvais plus. Donc voilà, c'est vrai que ce soit les professionnels et, comme tu disais très justement, les familles ou les amis qui viennent de leurs petits conseils et euh, de leur soutien, ils essayent de bien faire, je pense. Alors, la question fatidique, c'est est-ce qu'il fait ses nuits? Parce qu'à partir de 3 mois, je ne pouvais plus cette question-là. Est-ce qu'il fait ses nuits? À 3 ans et demi, il ne les fait toujours pas. Donc j'ai envie de te dire non, ses nuits, il les fait. C'est les miennes qu'il ne fait pas. Voilà, Mais c'est ça. voilà. C'est juste qu'on n'a pas le même, Voilà, on n'a pas la même définition de la on est nuit. en jet lag, lui et moi. Voilà. Non, mais voilà, je pense que c'est pour bien faire parce qu'ils veulent s'intéresser. En fait, c'est pas du tout méchant et c'est pas du tout. Et je l'ai compris après. J'avoue que c'est une question qui m'a un peu agacée au début parce que tu es fatigué, parce que oui, tu aimerais bien qu'il dorme. Ça te stresse aussi de te dire qu'il dort pas. Et puis t'entends plein de trucs en te disant bah oui, mais son cerveau se développe mal et tout, il dort pas, donc tu commences à te tracasser. Enfin, et puis en fait, au final, quand tu lâches prise, tu te rends compte que ça va beaucoup mieux. Hein, Ouais. donc, et t'en veux Mais plus à personne, quoi. C'est cool. c'est vrai, c'est vrai. Mais alors c'est marrant parce que malgré ton activité professionnelle, finalement, les conseils et les questions de tes proches ont réussi à semer le doute dans ton esprit sur est-ce que je fais bien, est-ce que mon enfant est normal ou Bien de, sûr, de- bien sûr. parce qu'à 3 ans, à 3 mois et demi, il fait toujours pas ses nuits. Est-ce que tout va bien? Oui, bah oui. Mais alors, tu sais, ça a commencé avec la dame qui vient. Je pense qu'en France, on appelle ça la PMI, nous, c'est l'ONE. Ouais. Voilà. Et donc, elle est venue pour la visite de contrôle à la maison. Elle me dit alors, ça va, il fait des bonnes nuits. Bon, oui, il avait 3 mois, il tétait toutes les heures, quoi, jour et nuit. Oui, on a trouvé notre rythme, quoi. C'est cool, c'est bon, toutes les heures et tout. Là, elle s'est décomposée. Elle me dit, mais madame, il doit faire des nuits complètes, 6 à 8 heures. Là, je me suis dit, wow, euh, on n'y est pas là. Donc là, panique à bord. Et après, bah, la famille, pour le sommeil, c'était plutôt relax. Ils s'inquiétaient plus pour moi, là, je pense, en me disant, mais est-ce que ça va, est-ce que tu dors? Comment ça se passe? Est-ce qu'il fait ses nuits? C'était plus une question d'intérêt, je veux dire, pour s'intéresser à Ouais. autre chose. Euh, Mais c'est vrai que oui, évidemment, même en étant professionnel de santé, j'en ai des tonnes, hein, des anecdotes. Enfin, C'est voilà. c'est terrible, c'est terrible parce que je pense que de toute façon, tous les parents ont malheureusement beaucoup d'anecdotes Bien sûr, bien comme sûr. ça, quand on a croisé un pédiatre ou une sage-femme. Ah, ben oui. Et j'ai droit à des cours j'ai eu droit à des cours de psycho. Maintenant, j'ai un peu plus d'assurance, en plus avec le magazine, parce que du coup, je me diversifie beaucoup dans ma pratique. Ouais. Mais j'ai eu droit à presque des cours de développement psychologique par des pédiatres qui connaissaient en plus ma profession. Donc, c'est assez comique. Ah, et malgré ça, Donc, oui, oui, oui. c'est c'est un peu curieux quand même C'est spécial. comme positionnement de la part de ces En pédiatres. sortant du cabinet, après, on a bien ri, quoi. Mon Il vaut compagnon mieux. m'a dit, je pense qu'on la verra pas, celle-là. Non, on la Ouais. verra pas. T'as raison. Donc, voilà. Mais bon, on le prend avec humour maintenant, mais c'est vrai que je pense qu'on a un certain degré de détachement aussi par notre formation et par notre intérêt parental. Mais c'est vrai que je me fais toujours un peu mal de me dire qu'il y a des parents peut-être qui sont en détresse quand ils partent de ce genre de Ouais. rendez-vous. Et qui, du coup, prennent des décisions qu'ils auraient peut-être pas choisi de prendre sur base d'une mauvaise information. C'est vrai, il y a même des parents qui n'osent pas changer de pédiatre et qui Aussi. vont rester chez un praticien avec lequel ils sont pas spécialement alignés, mais parce que soit parce qu'ils pensent pas tout bêtement à changer, Mmh. ou alors parce que je sais pas comment c'est en Belgique en ce moment, mais en France, c'est finalement assez compliqué de trouver des pédiatres ou des médecins généralistes qui prennent de nouveaux patients. Ouais, On a ce gros sujet en ce moment et du coup, c'est vraiment pas évident déjà d'avoir un praticien oui, disponible, mais en plus aligné oui, avec on comprend un peu ce qu'il ouais. On est dans une situation un petit peu critique en ce moment. J'espère que ça durera pas.
Bah, je vous le souhaite, oui. Ici, ça va, je touche du bois, on a quand même un bon accès aux soins de santé, globalement. En tout cas, en pédiatrie, là, pour le coup, moi, j'ai jamais eu de soucis en tant que maman. Après, je suis pas experte au niveau politique de ça, mais bon, pour le coup, j'ai pu changer de pédiatre plusieurs fois sans grosse Bon, difficulté. tant mieux. C'est déjà ça de gagner, je dirais. Mais en tout cas, voilà, je sais que Oui, ça peut être un problème. un frein, Ouais, ouais, tout à ça peut fait. être un des freins. Ouais. Ne pas oser aussi, hein, parce que c'est un peu ça. Bah oui, parce qu'il y a un peu le syndrome, alors je vais dire le syndrome de la blouse blanche, mais c'est pas du tout ça. En réalité, c'est plutôt le côté où le médecin, qu'il soit pédiatre ou généraliste, finalement, il est le sachant. Nous, Mhm. on est les patients et bah forcément, normalement, il doit détenir la connaissance sur les sujets que nous, on maîtrise Bien sûr. moins. Et à partir du moment où il se permet de nous indiquer de faire telle ou telle chose ou de telle manière, c'est difficile de se dire qu'on va aller à l'encontre de ce Oui, qu'il vient de nous dire parce que on n'est pas aligné sur c'est tel ça. Surtout que ça aspect. touche à un aspect très grave Oui, parce que de la santé. exactement. C'est-à-dire, C'est pas alors, juste choisir la couleur des couches mais tout à fait. Parce que aussi, attends, alors si je fais pas ce qu'il m'a dit, est-ce que je mets la vie de mon enfant en danger, quoi? Finalement, Bien c'est sûr. ça qui Ouais, rentre ouais, ouais. dans la Clairement, balance, clairement. et c'est assez critique. Oui, oui, ça met beaucoup de stress. Je pense que les parents, et on en revient à la question de base en fait, hein, c'est le stress parental qui va vraiment influencer aussi la Ouais, parentalité qui va être mise en place, que ce soit à partir enfin, du tout début en fait, hein, distal. Pour moi, c'est une continuité en fait. Hein. On fait rarement du parentage proximal pour basculer sur une vision très autoritaire de l'éducation après. Voilà, donc c'est vraiment un fil conducteur généralement entre le parentage et. Enfin, je sais, normalement on dit maternage proximal, mais je dis parentage proximal parce que ouais. je Moi, je trouve que parle de c'est plus parentage aussi parce que, voilà, il euh, n'y a pas que les mamans qui sont, qui exactement. sont à Le peau proximité. à peau, etc. n'est pas réservé aux mamans. Voilà, le Mais cododo non plus, non d'ailleurs. plus, d'ailleurs, effectivement. Donc oui, oui, non, c'est important de parler de parentage et pas de maternage. Mais je sais plus ce que vous voulez dire avec ça, mais effectivement, oui, on en revient à ça, effectivement, d'inclure les parents, d'éviter le stress aux parents, d'informer les parents. Ouais, et c'est vrai que ça démarre dès la maternité, je pense. Oui, Comment tu es accueilli à la maternité, comment ça se passe, est-ce que tu as le droit de garder ton bébé sur toi ou pas? Est-ce que clairement. je pense que dès ce moment-là, Oui, beaucoup, beaucoup. Clairement, ça joue sur le parent qu'on est en train de devenir, en bien sûr. fait. Et même, je vais aller même plus loin, même pendant la grossesse, en fait. Enfin, je te dis, moi, j'y suis allée vraiment un peu au feeling. Hein. En plus, bah, comme je disais, il y avait un mois plus tôt, donc même si j'avais eu subitement une envie de me renseigner sur certains sujets, bah, c'était, voilà, il m'en Ouais, manquait un mois. c'est un peu court. Voilà. Bon, après, tu me diras, j'aurais peut-être pas, mais bon. Mais c'est vrai que, par exemple, on m'a jamais parlé de projet de naissance, quoi. Donc, je Ouais. suis arrivée à la maternité. Moi, j'ai eu 33 heures avant qu'il arrive. Ouais, ouais, ouais. Mais 33 heures pour monter un projet, du coup, non? Oui, mais personne m'en a parlé, tu vois. Et donc, le seul projet que j'avais, c'était que je voulais accoucher sans péridurale pour des raisons très personnelles, parce que je ne supporte pas les anesthésies. Bon, ça n'a rien à voir avec une philosophie quelconque. Mais donc, j'ai assumé les 33 heures sans péridurale. Et au moment où c'était le moment, on m'a dit, alors, dans quelle position souhaitez-vous accoucher? Ben là, c'est sorti du tac au tac. J'ai dit, mais tu me l'aurais pas demandé il y a une vingtaine d'heures? Enfin, je sais pas, j'aurais pu Oui. mûrir la question. Le temps de... Ça fait 33 heures que je suis là. Et à un moment donné, j'aurais pu y réfléchir si je savais que Là, je pouvais maintenant qu'il accoucher faut dans une pousser, il faut que position. je... Voilà. Donc, c'est tout le paradoxe du truc, quoi. Donc oui, je pense que permettre aux parents d'avoir des informations claires, sorties un peu des croyances et des mythes qui tournent autour de tout ça, Ouais. ça peut être intéressant, quoi. Juste ouvrir. Les gens font les choix qu'ils veulent. Voilà, moi je suis une maman allaitante, évidemment, je suis pour l'allaitement, mais je ne suis pas contre les biberons. Oui. Pour peu que chacun fasse le choix Un qui lui choix éclairé. convient et surtout qu'il Ouais, soit éclairé. Après, tu as les informations, tu fais ce que tu veux, c'est OK. bien sûr, Mais faire un choix sans les informations, après, c'est un choix que tu peux potentiellement regretter. Donc, bien sûr. voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais après, ceux qui ne veulent pas l'information, c'est aussi un choix de ne pas vouloir l'information. Mais elle est Oui, dispo. Voilà.
ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un choix parfois de pas aller chercher l'information quand on sait qu'elle existe. Voilà. Mais savoir qu'elle existe, au moins, ça ouvre la porte, et puis bah, tu la pousses si tu veux, et puis après, tu Mmh. prends ce qu'on te donne ou pas. Voilà. Est-ce que tu voudrais nous partager un moment, ou un ou plusieurs moments d'ailleurs, où justement tu t'es surprise à avoir une réaction, comment dire, automatique dans une situation vécue avec Enzo? T'en parlais un tout petit peu en Mhm. introduction sur voilà, quand on est fatigué, quand on est un peu sous stress. Donc, est-ce que tu aurais justement un moment à nous partager Oh, bah, où tu as eu une réaction qui n'était pas, je dirais, à la hauteur de la projection que tu te fais de la maman marine idéale? oui, bah alors, malheureusement et heureusement, il y en a plein. Ouais, Je vais expliquer le pourquoi malheureusement et heureusement. Malheureusement, évidemment, parce que je suis très triste quand je n'agis pas comme la marine idéale. Bah, évidemment, comme voilà, je serais très surprise d'entendre qu'aucun parent arrive à rester zen en toutes circonstances, à ne jamais crier et à ne jamais bouillonner de l'intérieur. Bouillonner n'est peut-être pas très français, mais bon, voilà. bah, ça se Bouillir, comprend voilà, en tout on cas. comprend, voilà. Disons que, évidemment, ça m'arrive de perdre patience avec mon fils à 3 ans et demi. Il y a des moments où, ben, bête exemple, hein, on doit absolument partir pour que je parte travailler, je dois aller le déposer à 60 km de la maison, on veut partir dans l'autre sens, je sais que j'ai une journée de dingue, voilà, je suis stressée, il faut qu'il mette les chaussures, ça va pas, j'arrive pas à jouer, à faire venir les chaussures à lui et machin. Donc voilà, il peut y avoir le stress qui monte, ça déborde, on s'énerve, on crie un peu, ce qui est tout à fait inefficace en plus, mais bon voilà, donc il y a évidemment des moments où je suis pas cette mère parfaite et idéale que j'ai dans la tête. Euh, Ça, c'est pour le côté malheureusement, parce que du coup, c'est vécu, en tout cas pour ma part, comme un échec, quelque part, Ouais, dans par rapport à ce que je veux faire. Et souvent, le soir, je me pose, je commence à travailler, parce que évidemment, je travaille sur mes activités le soir quand il dort, vu que je suis avec lui la plupart du temps la journée. Et, euh, et là, bah, évidemment, ça cogite, quoi. Je culpabilise. Et là, en fait, c'est pour ça que je dis heureusement aussi, parce que je trouve que cette culpabilité-là est extrêmement saine, ouais, dans le sens où elle me permet, alors c'est pas agréable, hein, clairement, mais le lendemain de me dire, bon ok, t'as foiré, clairement. Alors en général, c'est pas en général, ça, systématiquement, je m'excuse après le débordement, hein, ça je ouais. tiens à préciser, donc à aucun moment je lui hurle dessus Oui, sans puis après tu après passes à autre chose. expliquer, voilà, non, c'est ça, il y a un temps voilà, d'apaisement, on s'explique, j'explique pourquoi j'ai débordé, j'explique ce qui se passe, j'essaie de le rassurer, de lui expliquer, je lui présente des excuses, et puis on passe à autre chose, s'il le veut bien d'ailleurs. Après, effectivement, malgré ça, je culpabilise quand même le soir, en me Ouais, disant que ben, le pauvre, machin, et puis ben, moi, c'est vrai qu'en plus, la plupart du temps, il faut bien l'admettre, c'est pas à cause de lui. ouais, Tu vois, c'est souvent des éléments extérieurs qui font que du coup j'ai moins de patience et moins de disponibilité pour lui. Et c'est cette culpabilité-là qui permet d'analyser le truc en disant bah oui, en fait c'est pas du tout lui. Lui il a agi comme il agit d'habitude, mais j'étais tellement en stress que du coup ça l'a stressé aussi, donc ça a été plus compliqué. Et donc cette culpabilité-là est très saine parce qu'elle permet justement de réévaluer la chose et de se dire ok, la prochaine fois comment je fais ouais. pour pas faire comme ça. Alors, ça fonctionne pas à tous les coups, hein. Ça m'arrive voilà, de me réénerver le lendemain ou la semaine suivante, mais ça permet à chaque fois de reposer le cadre interne en se disant, ok, bon là ça a foiré, voilà, on va faire autrement la prochaine fois. Oui, c'est ça. Ça permet aussi d'aller chercher des ressources différentes Mhm. et de peut-être en se projetant ou en se rejoignant la scène dans sa tête, en se disant, OK, ça va se représenter parce qu'il n'a que 3 ans et demi, Sûr. donc soyons réalistes. Le prochain coup, qu'est-ce que je pourrais mettre en Mettre en place. œuvre, Ouais, ouais, pour que ça se passe mieux, tout quoi? à fait. Est-ce que en fait, il faut qu'on se lève un quart d'heure plus tôt? Est-ce que Mhm. moi, il faut que j'aille respirer C'est ça. pour pouvoir l'accueillir, en fait, ou voilà. Oui, Et c'est clairement. vrai que oui, cette culpabilité, souvent, nous permet de nous repositionner en tant que parents par rapport à notre enfant qui, en général, a un comportement
tout à fait adapté à son âge. Bien sûr. Et c'est simplement nous qui avons des réactions émotionnelles parasites. Bien sûr, oui, et qui sont clairement normales aussi quelque part, hein, donc c'est Oui, plutôt sain, mais voilà, c'est vrai que c'est la régulation de tout ça qui va jouer, je pense. Et l'enfant ouais, voit, en parlant de régulation, je me suis rendu compte que j'avais une tendance personnelle quand je m'énerve à prendre un coussin, à le lancer, parce que c'est automatique, c'est physique. Quand on est en colère, on a besoin de décharger physiquement via un comportement agressif, ouais, si c'est pas régulé avant en tout cas. Et je ne m'étais pas, je n'avais jamais analysé le truc en fait. Et un jour, je me suis énervée en disant, mais enfin, arrête de jeter quand t'es en colère. Puis la semaine suivante, je m'énerve sur un truc toute seule en plus, hein, voilà, et je jette un truc, le coussin, je le tape sur le canapé. Et là, je me dis, mais ok, en fait, je lui demande d'arrêter un truc que moi je fais et qu'il me voit faire. ouais. Donc, du coup, bah, j'ai arrêté de lancer et surprise, il lance beaucoup moins. Donc voilà, évidemment, voilà, c'est des comportements, c'est clairement le genre de truc ça permet d'analyser, de s'auto-analyser quelque part en tant que parent. C'est C'est vrai. assez comique. Mais oui, parce que comme il modélise beaucoup, finalement, tout Oui, ce qu'on fait ou tout ce qu'on dit, c'est vrai qu'en prenant le temps enfin, faire ce pas de recul pour observer leur oui. comportement, souvent en rectifiant le tir de notre côté, ça permet tout bêtement Bah oui, d'apaiser. oui, Ouais, oui, ouais. clairement. Et c'est vrai que, et je pense que c'est la vision qu'on a de l'enfant qui va être très importante, hein. Quand on s'énerve à la maison et que ça fonctionne pas, à aucun moment je me dis que c'est de sa faute, en fait. Oui. Dans une communication, on est toujours à deux. Ouais. Donc c'est pas lui qui communique mal ou moi qui communique mal, c'est juste qu'on n'arrive pas à se comprendre ce jour-là. Et donc bah, Ouais. on va essayer de rétablir le lien et la connexion d'une autre façon. Et je lui explique souvent, je dis, tu sais, quand maman crie, la plupart du temps, c'est qu'elle se sent pas entendue, en fait, elle se sent pas écoutée. Et j'ai besoin de me sentir écoutée. Alors tu peux me dire non si t'es pas d'accord, mais juste montre-moi que tu m'écoutes, en fait, que tu m'entends. Pas que tu m'écoutes dans le sens où tu m'obéis, dans le sens où tu m'entends. Euh, et ça joue beaucoup, en fait, d'arriver à décrypter ce qui nous fait sortir de nos gonds, en fait, je pense. Parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'élevais la voix, c'est parce que j'avais pas de réponse en face et que j'avais l'impression de parler D'être dans le face vide, à un quoi. mur. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Euh, alors que lui est probablement préoccupé à autre chose et que je devrais m'y prendre autrement. Et donc, la plupart du temps, ça fonctionne, mais il y a des fois où, ben, à nouveau, t'es pris dans le truc de la vie et tu ne te sens pas écouté, tu répètes une fois, deux fois, trois fois, et puis la troisième fois, tu hurles la question, même pas méchamment, juste parce que tu as envie qu'on te réponde, quoi. Oui. Tu cries plus fort pour qu'on te dise, bah, l'information, elle passe pas ou quoi dans le tympan, il y a un truc, quoi. Donc, mais voilà, après, c'est même pas une question d'être en colère ou de gronder dans ces cas-là. C'est vraiment juste parler plus fort. Parce que je suis déjà quelqu'un qui parle un peu fort, naturellement, je vais dire. Donc, du coup, les décibels augmentent progressivement jusqu'à ce que j'obtienne une réponse positive ou négative, peu importe. Mais voilà. Et ça marche? T'obtiens une réponse ou pas? Ben écoute, ça dépend, ça dépend. Non, mais alors, oui, parfois parce qu'il m'entend réellement pas, il est dans son truc et du coup, bah, il Oui, il est dans dit, sa ah, bulle, en fait. en fait, t'es là. Euh, donc, du coup, là, oui, il me répond et personne s'énerve en fait. C'est juste qu'il Ouais. était ailleurs, il m'écoutait pas, il pensait à autre chose. Donc, du coup, j'ai ma réponse, je suis contente, on repart chacun sur nos activités. Euh, et parfois, non, justement, ça va être plutôt, bah, évidemment, de m'approcher, de parler plus bas, de chuchoter. Là, c'est plutôt quand il y a vraiment besoin d'un contact. Si c'est pour lui demander s'il veut une banane ou une pomme, je vais dire, je peux parler de la cuisine et crier un peu plus fort pour qu'il m'entende. Voilà. Ça va, c'est pas très grave. Je ne pense qu'il n'en sort pas traumatisé de savoir si vous lui demande une banane ou une pomme trois fois. La première partie de cet épisode touche à sa fin et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, envoyez-moi plein d'étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous, on se retrouve dans une semaine pile poil pour la deuxième partie de cet épisode. Je sais, une semaine, c'est très inhabituel, mais en même temps, un épisode en 2 parties, c'est aussi très inhabituel. Du coup, je voulais pas vous laisser trop attendre. Donc on se retrouve dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.